aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir le professeur Christian Latrémouille. Ça fait déjà plusieurs fois que nous nous faisons le plaisir, dans le cadre du laboratoire d'éthique à la faculté de médecine Paris-Descartes, de l'interroger sur ce qu'il fait, qui est tout à fait nouveau, qui peut s'intégrer dans un mot qui fait très peur, qui est le transhumanisme, mais qui est tout simplement comment les avancées, on peut dire biotechnologiques, informatiques, physiques, comment dire, mécaniques, ont permis un certain nombre d'avancées, en particulier le corps artificiel. Et on pensait que c'était important, après avoir invité M. Carpentier il y a 2 ou 3 ans, justement, à exprimer comment l'idée avait germé et comment le projet s'était construit. Merci beaucoup. Eh bien, cette fois-ci, on a pensé que la personne qui plus particulièrement faisait et avait des contacts un peu plus intimes avec les patients, eh bien de réfléchir peut-être ensemble sur cette nouvelle vie dans cette vision un peu transhumaniste, on peut dire quand même quelque part, qui souvent fait peur, alors qu'elle devient commune. C'est ça qui est une des idées forces. Alors avant de lui donner la parole, bien entendu, je remercierai Loïc Morvan pour la 2e fois d'être ici et de représenter notre directrice. Il sait, comme elle sait également, mais elle est prise actuellement avec le directeur général Autant dire que la compétition était perdue de notre côté, mais ça se comprend, c'est pour l'hôpital, même si le choix a pu être difficile. Mais c'est un plaisir d'avoir Loïc Morvan, puisqu'il suit et appuie totalement ces différentes comment dire, cafés éthiques, comités d'éthique, et je lui donne la parole pour quelques mots, puisque ce serait peut-être éventuellement la dernière fois que vous la remplaceriez. Oui, c'est toujours avec plaisir d'être ici, surtout pour accueillir le professeur Latrémouille. L'aventure Carmat, pour moi qui l'ai vu au départ avant d'arriver ici de province, et qui, ayant conservé beaucoup d'amitié provinciale, il n'y a pas une fois où, lorsqu'on évoque Pompidou, on ne demande pas, et Carmat, comment ça avance, c'est quelque chose qui... C'est à la fois une aventure extraordinaire, une avancée prodigieuse, et quelque chose qui a fait rayonner la cardiologie de Pompidou bien au-delà des frontières françaises, quoi. Effectivement, je suis content d'être là, et c'est effectivement mon dernier café éthique sur Pompidou, puisque je quitte le groupe hospitalier pour repartir sur d'autres missions à la direction centrale de la PHP. Il faut faire un café éthique à la direction générale. Voilà l'idée, et qu'on soit tous invités, bien sûr. Voilà, je vous donne la parole pour cet exposé qui va nous passionner les uns et les autres. Merci de me donner la parole, et puis d'être là, et puis finalement de parler de Carmat sous une forme un peu différente. Parce que d'habitude, c'est plutôt un exposé technique, scientifique, et puis de plus en plus, une petite ouverture à la fin, qui devient une ouverture beaucoup plus importante d'ailleurs, éthique au sens large, on va revenir là-dessus. La première chose qu'il faut avoir en tête, c'est, vous disiez, l'époque est assez fascinante en ce moment. Parce que, vous avez vu, ça change un peu de partout. En bien, en mal, je ne sais pas, mais en tout cas, ça change. Poussé par les technologies, c'est sûr que l'informatique, les nouvelles générations, il paraît que c'est à partir des enfants qui sont nés en 1994 que tout change. La génération d'après, ils sont nés avec les tablettes dans les doigts. Et c'est vrai, quand on les voit maintenant, on est complètement largué. Et de toute manière, l'avenir, c'est eux. Donc il faut prendre le virage, et je pense que Carmat, ça s'inscrit un peu là-dedans, puisque les évolutions technologiques, elles se sont faites entre 90 et 2000, avec des nouveaux matériaux, etc. etc. Alors pour revenir sur d'abord une petite base quand même scientifique, pour qu'un projet de recherche débouche, il faut qu'il y ait un besoin. Et ça, c'est la base. Et le besoin, il est clair, c'est du fait du vieillissement de la population, l'insuffisance cardiaque prend de l'ampleur, et il faut s'en occuper. Il n'y a pas que des médicaments, malheureusement, puisqu'il y a un moment où il faut autre chose. Et actuellement, le traitement ultime de l'insuffisance cardiaque, c'est la transplantation cardiaque, quand le patient est éligible à cette transplantation cardiaque. Et si on regarde dans la littérature scientifique, eh bien on voit que dans tous les papiers, seulement 5 à 7% des patients qui sont en insuffisance cardiaque globale
vont avoir accès à la transplantation cardiaque. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, on va laisser sur le bord du chemin entre 90 et 95% des patients qui ont besoin de quelque chose. On n'a plus rien à leur proposer, puisque ce sont les patients qui vont vers la transplantation. Si on ne transplante pas, ils ont une espérance de vie qui est de 6 mois, en tout cas moins d'1 an. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante. Alors le projet CARMAT n'a pas l'ambition de couvrir les 90 à 95%, ce serait super, mais c'est pas... Mais si déjà on couvrait 20 à 30%, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc ça, c'est la première chose, et extrêmement importante. D'autant plus que la transplantation, elle, par elle-même, elle est forcément limitée. Elle peut augmenter un petit peu en chiffre absolu, mais en relatif, elle n'augmentera jamais beaucoup, puisque, heureusement, on améliore la sécurité routière, on prend en charge les accidents vasculaires cérébraux par rupture d'anévrisme, etc., etc. Donc, on n'augmentera jamais le nombre de greffons disponibles. Donc, il faut trouver autre chose. Il faut trouver autre chose, et c'est dans cette dynamique que s'inscrit le projet CARMAT. Alors, CARMAT, c'est l'atteinte des 2 ventricules, c'est la prise en charge des 2 ventricules malades du cœur. Il y a tout un pan de technologie sur l'assistance juste du ventricule gauche, une atteinte juste monoventriculaire, qui se développe énormément, grâce aux supports industriels, notamment américains, bien entendu. Et jusqu'à maintenant, tout ce que les Américains ont mis au point, c'est là où ils sont forts, c'est qu'ils sont capables de gérer ce qui est technique, puis ce qui est électronique. Et alors, ce qui devient encore plus fort, et ce qui a été l'apanage de tous les travaux de M. Carpentier pendant toute sa carrière, c'est de travailler sur les biomatériaux. Les biomatériaux, c'est quoi? Ce sont les valves biologiques, et les valves biologiques, notamment, qu'on implante tous les jours, dans le monde entier, avec des résultats qui permettent aux patients d'avoir une qualité de vie, ça c'est une notion essentielle, une qualité de vie qui est proche de la normale. Proche de la normale. Et c'est la transposition de ce concept à ce que je vous ai dit avant, c'est-à-dire une composante électronique et une composante mécanique. M. Carpentier apporte la composante biologique. Et ça, les Américains ne sont pas capables de le faire. C'est peut-être par notre côté latin. La biologie, on ne la maîtrise pas à 100%. Les Américains n'aiment pas ça. Alors, le côté latin, je ne sais pas, Méditerranée, le soleil peut-être, on a dit on essaye. Et en médecine clinique de tous les jours, on a l'habitude de jouer, de jongler avec ce delta biologique. C'est quelquefois important. Quand je donne un chiffre, je dis toujours 20%. Pour les médecins, 20%, on sait ce que c'est que la médecine clinique. Quand on parle de 20%, d'un delta de 20% à des ingénieurs, ils sautent en l'air parce que le delta de l'ingénieur, c'est 0,01%. Et ça, c'est la force d'avoir franchi ce pas-là. Et tout le concept de CARMAT est basé là-dessus, c'est-à-dire sur cette prise en charge de la biocompatibilité qui devrait permettre d'améliorer la qualité de vie des patients. Alors, je passe sur tout l'aspect technologique pur, c'est pas le problème, mais je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on est dans une époque extrêmement intéressante, puisque sur le démarrage d'un protocole de cette ampleur-là, vous savez par presse interposée que il y a 5 patients qui ont été implantés jusqu'à ce jour. Les 5 patients sont décédés, mais c'était des patients qui étaient condamnés à 2 ou 3 mois. Et il y a 2 patients qui ont survécu entre 8 mois et 9 mois, 8 mois et demi. 8 mois et demi, c'est la première fois dans l'histoire de la médecine et des systèmes d'assistance que dès les premières implantations, on arrive à avoir des patients qui survivent aussi longtemps, et ces 2 patients qui ont survécu 8 mois et demi sont retournés à domicile pendant 3 mois, avec un cœur complètement changé. Ça, vous pouvez faire la littérature scientifique, c'est unique. Et ça, c'est encourageant. C'est encourageant parce que même si on a eu des problèmes techniques sur la prothèse sur les 2 premiers patients, ils ont été complètement analysés, expertisés, revalidés, et ça a permis à chaque fois d'avancer. C'est pour ça qu'on avance doucement, pas à pas. On n'a pas implanté beaucoup, on doit faire plus, mais voilà. Mais je pense que c'est de la sécurité, il faut bien travailler avant de faire du chiffre. Alors ça, c'est une notion qui est très importante. Et puis si on revient sur cette qualité de vie, je pense qu'elle est essentielle dans notre société et dans les recommandations des sociétés internationales, que ce soit européennes ou américaines, en cardiologie notamment. Le paramètre qualité de vie prend de plus en plus de place, mais finalement c'est la finalité de la médecine, c'est d'essayer d'améliorer, de donner une vie la plus normale possible aux patients qui ont un problème de santé à régler. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important.
Alors ce projet, il va loin, et si on veut l'aborder sous d'autres aspects, il y a plusieurs aspects. Alors il y a un aspect que je vais très rapidement mettre de côté, qui est l'aspect purement administratif. Il existe, et j'ai toujours, quand j'ai fait toutes les présentations, j'ai toujours souligné le fait qu'avec la NSM, donc l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui suit ce dossier et qui est l'autorité qui donne les autorisations pour aller plus loin, on a travaillé de concert avec eux, on les a rencontrés avant pour savoir dans quel objectif, dans quel sens ils voulaient qu'on aille pour que le projet ait toutes ses chances. On a travaillé avec eux et ça s'est globalement plutôt bien passé. Et puis plus récemment, c'est un peu plus difficile parce qu'on sent qu'il y a une espèce de frilosité. Il y a le principe de précaution qui est maintenant dans la Constitution française. Il y avait les élections, alors ils ne voulaient pas non plus qu'il y ait trop de bruit avant. Ils nous ont donné la dernière autorisation le 3 mai, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de rififi de ce côté-là, qu'il y en avait assez par ailleurs. Donc voilà. Mais je pense qu'on peut être confiant et on sent qu'on a poussé la NSM et les autorités à leurs limites sur certains projets, parce qu'ils n'avaient jamais géré un projet de ce type-là. Alors que la FDA, aux États-Unis, l'a déjà géré, et il y a des équipes qui sont beaucoup plus étoffées là-dessus, mais ça, c'est la puissance américaine. Je referme la parenthèse administrative, et puis il y a d'autres approches. Il y a d'autres approches. Il y a une approche économique qui est à prendre en compte aussi, et c'est aussi une force du projet CARMAT, c'est que pour la première fois, en tout cas de façon aussi poussée, il y avait un partenariat universitaire au début, un partenariat industriel avec les gens de chez Matra. Je rappelle que le CARMAT, c'est Carpentier et Matra. Matra, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'était l'usine qui fabriquait des missiles avec ce qu'on appelle de l'électronique embarquée. C'est-à-dire qu'une fois que le missile est parti, il continue à avoir un espèce de cerveau qui va le permettre de guider. Et c'est, dans le cœur artificiel, c'est la même chose. Cette espèce de cerveau va lui permettre de s'adapter en permanence à les situations du patient. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Matra est devenu ADS, et puis maintenant c'est Airbus, etc. Et il y avait une troisième composante qui était importante, et il faut la souligner quand même, qui était la prise en charge financière. Il y a eu tout un montage financier, et il y a aussi des gens qui sont courageux de ce côté-là, même s'ils ont des intérêts, ils vont chercher des retombées. Mais il y a quand même un moment, il a fallu lâcher beaucoup d'argent pour que le projet continue à être porté, et il vit toujours là-dessus actuellement, puisque actuellement c'est une société qui ne gagne pas d'argent du tout. Donc ça, c'est une notion qui est importante avec, vous le savez, l'ouverture en bourse qui permet à chacun éventuellement de participer à cette aventure finalement. Donc ça, c'est l'aspect économique. Et puis, si on revient un petit peu sur quelque chose effectivement de plus éthique, quand j'avais fait cette présentation là en janvier, on m'avait parlé un petit peu aussi du problème religieux. Alors, il y avait différentes approches en fonction des différentes religions, et puis je m'étais déjà intéressé à ça, puisque pour la transplantation d'organes, il y a une approche religieuse, et puis on se rend compte finalement que toutes les religions vont un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire à partir du moment où la vie du patient est en jeu, eh bien, il faut faire ce qu'il faut pour la vie d'un patient. Mais l'approche n'est pas la même, puisque dans la perception du cœur, en fonction plutôt des civilisations, l'approche n'est pas la même. Le cœur, ça peut être le siège des sentiments, le siège de l'âme, une pompe tout simplement, etc. Donc il y a plusieurs approches qui sont différentes. Donc ça, c'est une notion également essentielle. Et puis c'est vrai que le vent actuel, tout ce qu'on regroupe sur le transhumanisme, c'est-à-dire qu'on passe de l'homme abîmé par la maladie à l'homme maintenant réparé, voire augmenté, c'est très à la mode. On connaît les propos de Laurent Alexandre qui nous dit que le premier homme qui vivra 1000 ans est déjà né. Bon, c'est sans doute une parole, j'espère, enfin je ne sais pas, si j'espère quand même peut-être exagérée, parce que ça posera d'autres problèmes. Mais en tout cas, on est dans une situation où effectivement, on va aller beaucoup plus loin. Alors avec le cœur artificiel, pour l'instant, l'homme n'est pas augmenté. L'objectif est clairement de pallier à la maladie et de réparer l'homme abîmé, plus que d'augmenter des performances. Mais c'est sûr que c'est une approche qui est intéressante, et je pense que le vent transhumaniste actuel, ça va dans ce sens-là. On en a déjà parlé pas mal, mais je pense que c'est une notion qui est très importante.
Bon, voilà un petit peu les réflexions que ça amène, et puis maintenant je vais vous donner la parole, puisque l'objectif c'est d'échanger. Peut-être en premier, ayant été avec les 5 premiers patients, en quoi le fait de pouvoir recourir à cette mécanique très complexe, en quoi ça a pu changer leur vie déjà, eux et leur famille. Il y a déjà l'acceptation, le consentement, il y a la résolution, il y a comment avec la famille les choses. On peut en parler maintenant puisqu'on est un peu à distance. Et lorsque survient un incident, parce qu'il faut aussi voir la vie comme elle est, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on dit tout? Comment on le dit? Est-ce que c'est accepté? Allons même plus loin. Comment c'est communiqué en dehors même de l'hôpital? C'est-à-dire que, est-ce qu'on n'est pas pris par les médias qui vous mettent vous-même dans une situation difficile, ainsi que la famille peut-être? C'est-à-dire on est soumis là à des régimes de vie hospitalière qui ne sont pas du tout ceux. Moi j'ai vécu quand j'étais très jeune le Père Boulogne à Brousset. Et je peux vous dire que c'était une nouvelle vie pour les soignantes. J'étais tout minot à cette époque-là avec Charles Dubos, Carpentier, etc. Il s'est passé autre chose. On sentait qu'il y avait un autre vent pour reprendre. Comment ces choses-là se gèrent-elles? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est si facile que ça? Parce qu'on voit le chirurgien, n'est-ce pas, on l'a devant nous, choisi, brillant, avec des réussites, parce que les éléments qui sont présentés là sont de véritables réussites. Mais il y a aussi le chirurgien qui se trouve confronté à des dilemmes éthiques qui sont loin d'être évidents. Et pourquoi on en parle là? C'est pas du tout pour rentrer dans l'intimité des choses, mais c'est pour qu'une prochaine fois, dans des circonstances à peu près analogues, ces avancées vont concerner toute la médecine, en quelque sorte, il faut se le dire. Quels sont nos enseignements à avoir, justement, un tout petit peu? Est-ce que tu pourrais te confier un peu là-dessus? Oui, bien sûr. C'est déjà la première confiance que je peux vous faire, confidence, et ça fait plusieurs années qu'on travaillait sur la phase préclinique, et qui était essentielle pour arriver à la première implantation humaine. Et quand on a implanté le premier patient, c'était le 18 décembre 2013, je me suis dit, ah ça y est, j'arrive à la fin du marathon, épuisé. Et alors là, j'ai compris le soir même que je venais de partir dans le 2e marathon, sans m'arrêter. Et ça a commencé, oui, par les médias, les problèmes médicaux d'abord, et puis les médias. Et depuis, on est parti dans autre chose. Alors les médias, je ne sais pas, il y a des journalistes ici ou... Non. On est entre nous, là. Oui. Le problème des médias, mais bon, c'est leur métier qui est comme ça, ils doivent relater des événements, et puis il faut qu'il y ait des événements, et puis voilà, il faut qu'ils trouvent un feu de paille pour 48 heures. Alors, il y a des feux qui sont plus de la paille, qui durent plus longtemps, mais non, il n'empêche qu'il faut que ça tienne comme ça, et ils ne vont pas finalement suffisamment loin. Et la limite, nous, de notre situation, c'est qu'on s'adresse à des patients qui sont en fin de vie, et que tous nos patients sont décédés derrière. Alors, si on fait la synthèse, 5 implantations, 5 décès, intéressant votre truc, mais enfin bon. Alors, voilà, ça c'est agaçant. C'est agaçant parce que nous, on sait très bien qu'il faut aller au-delà, et puis la survie de la transplantation clinique, la survie moyenne pour la catégorie d'âge qui nous intéresse, c'est à peu près 8 ans. Le cahier des charges qu'on a donné aux ingénieurs, c'est 5 ans. Donc, si on arrive à 5 ans, on n'est plus très loin de 8 ans. Enfin bon, la compétition, elle est là. Elle n'est pas sur les 5 patients, les 5 premiers patients. Donc ça, c'est la première chose. Alors l'autre chose, sur la façon d'aborder le problème avec les patients qui ont été implantés, il faut reconnaître que les 5 patients qui ont été implantés, enfin en tout cas 4 sur les 5, l'autre, il était dans une situation qui était quand même un peu plus dramatique et c'était plus difficile, mais ils étaient tous partie prenante dans l'aventure. Et pas uniquement partie prenante parce qu'ils allaient mourir si on ne faisait rien et qu'ils cherchaient une solution, mais en allant au-delà, ils avaient un certain esprit d'aventure, de pionnier. Ils avaient tous des personnalités assez fortes. Ils ont dit, mais non, mais il faut y aller. Si nous, on n'y va pas, personne n'ira, il faut y aller. Et ils savaient très bien
On ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais il fallait y aller, quoi. Alors ça, on retrouve ces traits de caractère qu'on retrouve dans la société. Il y a des gens timorés qui disent « Oh là, moi je vais attendre, je vais voir ce que ça donne ». Et puis il y en a d'autres... Au-delà de ça, on peut dire aussi que dans l'évolution de la recherche biomédicale, de plus en plus les patients interviennent. De plus en plus dans la conception même, et on le voit bien dans les thérapies ciblées en particulier, de plus en plus les patients ou leurs représentants ont leur mot à dire. Donc ça montre que quelque part ils ont été pionniers, mais il faut savoir que ce n'est pas simplement un phénomène individuel, c'est un phénomène de prise en main de son autonomie, de sa vie, et pourquoi pas de la vie parmi les autres, peut-être de l'espèce, que l'on est en train de se rendre compte. Là, il y a vraiment une volonté de participation des patients. On vient de faire un Dalloz, on est en train de l'écrire, justement là-dessus, où on a interrogé justement les patients, les représentants des patients, qu'il y a une véritable demande jusqu'à une certaine, violence, je dirais presque. C'est-à-dire que comment nous laisserions-nous, en définitive, en dehors des enjeux, et la manière dont se construit une recherche est aussi de notre... Et d'ailleurs, il y a des revendications avec le terme de patient expert. Donc tout ceci est bien montré que ces pionniers, dans ce courage, c'est un véritable courage, dénotent en quelque sorte une nouvelle place du patient parmi nous, et en particulier peut-être avec les chirurgiens, dans des nouvelles technologies qu'on peut leur proposer. On connaît bien ça en chirurgie, et encore plus en chirurgie cardiaque en ce moment, puisque la spécialité en dehors du corps artificiel évolue beaucoup en chirurgie valvulaire, etc., les coronaires, les stents. Et il y a plusieurs types de patients, de personnalités, bien sûr. Il y a les patients qui ne posent pas de questions, qui ne veulent surtout pas entendre parler, dire on vous fait confiance, on y va. Vous faites comme pour vous. Bon, d'accord. Il y a les patients qui arrivent, qui ont vu Internet, ils ont tout vu sur Internet. Donc il faut leur digérer un peu Internet, parce qu'il faut rapprocher leur cas précis à ce qui existe, parce que sinon ils vont nous dire bah, faut mettre telle valve, telle valve, telle valve. D'accord, on va voir ce qu'on peut faire pour vous. Et puis effectivement, c'est surtout par Internet, c'est l'accès à la connaissance en général. Et on est bombardé tous les jours de tas de trucs. Si on est sur Internet et tous les jeunes là, sur le smartphone, la pub, les machins, ça arrive de tous les côtés tout le temps, quoi. Donc il faut faire la part des choses, et puis il faut essayer de voir ce qui est bon pour soi dans le cas présent. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant en consultation de voir ça, de pouvoir discuter avec certains patients qui acceptent très bien. Il faut exposer les choses clairement et simplement, on fait un petit schéma en même temps, et puis on comprend bien la situation, et puis je pense qu'il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est une notion qui est essentielle. Il faut gagner la confiance du patient, et tout se passe bien quand le patient a confiance dans son thérapeute au sens large. C'est une base de la médecine, j'enfonce une porte ouverte, mais bon, elle est fondamentale. Mais elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Donc ça, c'est une notion importante. Alors après, il y avait la notion de qualité de vie et les rapports avec la famille. C'est sûr que pour se lancer dans une entreprise comme ça, il faut un entourage. Il faut un entourage solide. Parce que sinon, c'est difficile. On avait sur les 5 patients, il y en avait un qui était un peu plus seul que les autres. Et c'est un de ceux qui est rentré à domicile, mais c'était difficile quand même. Parce qu'il y a des interrogations permanentes, il y a besoin d'un soutien, puis on est tous pareils, quoi. Quand il y a du soleil, le moral est bon, quand il y a des nuages, ça va moins bien, quoi. Il faut... Le cycle thymique, c'est important aussi. Et pour aider dans les périodes un peu plus difficiles, je pense que l'entourage est important, comme il l'est en transplantation, comme il l'est face à chaque épreuve d'ailleurs. C'est pas spécifique du cœur artificiel. Mais je pense que c'est important. Et puis après, il y a la notion de la qualité de vie. À partir du moment où on a laissé rentrer les patients à domicile, c'est qu'on estimait qu'ils pouvaient prendre une certaine liberté par rapport à l'équipe soignante. Alors, où est le curseur? C'est pas très facile, mais les patients, à partir du moment où ils allaient suffisamment bien sûr, ils avaient envie de rentrer chez eux, et c'était l'objectif. Ce qui amène un lot de
tension supplémentaire, parce qu'il fallait gérer le cœur artificiel à domicile, donc c'est pas très facile. Il fallait une inspection au point de vue électricité, parce qu'il y a une dépendance électrique. La vie ne tient qu'à un fil, mais encore faut-il qu'il soit solide, etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de discussions, et je pense que le côté électrique, c'est une phase transitoire, parce que j'espère qu'on va pouvoir diminuer la consommation d'électricité du cœur artificiel et augmenter la qualité et la quantité d'énergie qu'on pourra faire passer à travers la peau des patients. Il y a des ingénieurs qui travaillent là-dessus. Et le jour où nos deux courbes vont se croiser, il n'y aura plus de fil. Quand on n'aura plus de fil à la patte, ce sera déjà plus simple. Mais enfin bon, ça c'est l'avenir. Est-ce que vous avez parmi les différentes familles qui ont accompagné, est-ce que vous avez encore des rapports? Est-ce qu'ils vous envoient des lettres? Est-ce qu'ils demandent, est-ce qu'ils ont eu besoin d'ailleurs d'un support psychologique, même quelquefois, puisque ça s'est terminé par parce qu'en plus ça s'est terminé par un décès, etc. Et cette confiance, est-ce qu'elle perdure? Est-ce qu'elle s'est transformée comme étant un accompagnement du projet beaucoup plus large en termes presque d'humanité? Alors le seul patient qui a vraiment posé des problèmes, c'était le premier. Du fait de la médiatisation, et c'est pareil, des journalistes qui se sont manifestés auprès de la famille, et puis, comme toujours, qui attisent un peu. Il n'y a pas grand-chose à attiser, d'ailleurs. Bon, alors, et puis après, il faut faire son deuil, quand même, pour une famille. Alors, c'est jamais facile. Je pense que c'est plus facile de faire son deuil dans un cercle familial rapproché plutôt qu'après des sollicitations médiatiques plus ou moins bien intentionnées. Mais en tout cas, hormis le premier patient, pour le dernier patient notamment, qu'on avait implanté avec Daniel Duvaux à Nantes, on est encore en contact avec la famille, de moins en moins, mais on les a rencontrés à plusieurs reprises, être toujours là pour répondre aux questions, aux interrogations, il ne faut pas rester sur des doutes, voilà. Et puis comme toujours, il faut dire les choses telles que nous on les a perçues, telles qu'elles se sont passées. Et comme je dis toujours, il n'y a pas pour le cœur artificiel, mais ce qui est le plus facile à défendre, c'est la vérité. Vous voyez qu'on est dans un café éthique. Vous avez une question, madame? Pouvez-vous redire votre dernière phrase? Pouvez-vous redire votre dernière phrase, je vous prie? C'est puissant. Oui. Elle était puissante. Non, je ne sais pas. Mais attendez, je la note. C'est ce que je prône régulièrement en médecine et par ailleurs, et je pense que le plus facile à défendre, c'est la vérité. Merci. Vous avez sûrement des questions à poser. N'hésitez pas, vous avez la chance, la personne qui fait, la personne qui a contact, bon, c'est vrai. Donc on est dans le vécu, là. C'est ça qu'on aimerait bien voir, en quelque sorte. Est-ce que ces personnes, elles ont pris, je parle bien sûr des survivants, c'est-à-dire la famille, est-ce qu'elles ont pris, étant intégrées dans ce mouvement, jusqu'à la défense de ce mouvement? Est-ce qu'elles sont peut-être les premières, vous disiez qu'il y avait des problèmes financiers, est-ce qu'elles ne militent pas pour lever, j'allais dire des fonds, mais c'est peut-être un peu comme ça, de manière à participer pour qu'un mouvement de développement se fasse? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'implication? On le voit dans les transplantations, comment les patients eux-mêmes, c'est vrai qu'ils ne sont pas morts, mais la famille, quelquefois, intervient justement de manière... En prenant en charge cette défense, cette promotion? Je pense que les familles ne sont pas militantes, je vais dire, pour l'instant. Parce que d'abord, je pense que l'aventure est encore récente. Et donc, dans le cas présent, le deuil est encore récent. Donc, il faut toujours qu'il y ait une part du temps pour que cela soit accepté. Même si la personnalité des patients qui ont été implantés, je l'ai souligné, était très participative, et derrière, la famille était bien consciente de ça. Donc on n'a pas eu de reproches d'aucune sorte d'ailleurs, mais plutôt beaucoup d'interrogations auxquelles on a essayé de répondre pour les accompagner. Et puis, il n'y a pas que le corps médical, il y a aussi le Carmat, la société cette fois. Et Carmat, la société... on n'est pas obligé de parler d'une même voix entre les cliniciens et une société.
les enjeux ne sont pas les mêmes. Donc ça, c'est une notion importante, même si ça s'est plutôt bien passé. Et puis, ce qui souligne aussi cette communication qui peut paraître abusive pour les cliniciens, il y a un moment, on se dit, bah, laissez-nous faire, on avance, et puis on parlera à la fin de l'étude. Non, c'est que, eux, pour le coup, la société, elle, étant cotée en bourse, elle est soumise à une obligation de communication en public, qui fait qu'il y a des communiqués qui sont obligatoires, et qui fait qu'à chaque fois, on réattise un petit peu le foyer, quoi. Donc, pour nous, c'est une approche dans laquelle on n'avait pas tellement l'habitude. Et puis, il faut reconnaître que sur l'ensemble des travaux cliniques, des essais, des premiers essais, pour toutes les études dites de sécurité et de faisabilité, on n'a pas forcément une communication extrême, patient par patient, quoi. Donc, on s'est retrouvé face à un feu nourri, et pour lequel nous, cliniciens, on n'est pas toujours équipés. Je l'entends bien. Prenons par exemple le secret médical. Il doit avoir des problèmes par cette exigence de transparence, non? Oui, oui, c'est jusqu'où aller, quelle réserve a-t-on et puis les journalistes aiment bien vous emmener là où il ne faut pas, ou ce qu'ils veulent entendre, ou faire de l'audimat, quoi. Et en plus, l'institution elle-même, et je regarde, bien sûr, l'institution, c'est pas neutre non plus d'avoir en son sein une telle expérimentation, en quelque sorte. C'est encore du domaine de la recherche, c'est encore du domaine de l'exceptionnel, en quelque sorte. Ça ne doit pas être simple non plus, parce que, non, est-ce que, il paraît que tu as bien suivi toutes ces choses-là, tu as dû en discuter ensuite. Moi, je suis arrivé après, mais ce qui est clair, c'est que pour l'institution, je disais tout à l'heure, c'est une grande aventure. Bon, c'est pas si fréquent que des professionnels aient l'occasion dans une carrière de participer à la genèse d'une opération comme Carmat. Ça s'est fait avec beaucoup de concertation, il y a eu beaucoup de pédagogie, beaucoup d'échanges. C'est une équipe soudée qui s'est entraînée et qui s'est préparée à la pose de Carmat. Et c'est vrai que les professionnels non médicaux qui ont participé à cette technique chirurgicale se sont beaucoup soudés aussi autour de nous, quoi. Je crois que ça a été... c'est une institution avec toutes ses composantes. Il y a le chirurgien, il y a le personnel non médicaux, il y a aussi la direction qui s'est sentie engagée. C'est quelque chose qui a beaucoup tiré l'institution avec ses difficultés, notamment les aspects médiatiques ont été délicats, mais c'est quelque chose qui a donné de la puissance à l'institution, de la puissance. Et puis il y a une chose, c'est que nous, on n'est pas tellement formés à ça, hein. Eric Munoz, là, qui est là, je me souviens, au moment de la première, on a quand même passé un Noël 2013 qui était un peu chaud, hein. Et nous, on n'est pas tellement formés à ça. Et moi, il y avait une matinale sur France Inter quelques jours après. Je me suis dit, une matinale, ça va durer longtemps pour les médias. Pour un chirurgien, une matinale, elle est souvent chirurgicale, elle n'est pas forcément médiatique. Oui, mais la durée n'est pas la même. Ça ne me fait rien de rester 6 heures en salle d'op, mais de rester 25 minutes ou 35 minutes avec un gars qui... Et Valérie m'a donné 2-3 conseils, elle m'avait dit il faut accrocher 2-3 idées et pas en démordre. Et ça m'a bien servi. Je reconnais que ça m'a bien servi. Merci, merci Valérie. Et ça m'a tellement bien servi qu'à 9h, quand je suis sorti du studio, mon téléphone a sonné et c'était Alain Deloche qui m'a appelé, que certains d'entre vous connaissent, un grand médiatique très ouvert là-dessus, et qui m'a dit sans faute. Bravo. La Deloche, la formule à la Deloche, sans faute. Ça fait partie des maîtres. Je lui ai dit, j'étais bien formé, j'avais un bon maître. Il m'a dit, oui, mais il y a un moment où l'élève dépasse le maître. C'était assez sympa, et c'est vrai que ce matin-là, c'était un petit peu chaud, mais on n'est pas formé, nous, à dialoguer, surtout avec les médias, en plus en direct. Et c'est vrai que le conseil de rester sur 2-3 idées, de ne pas en démordre, ça m'a bien servi. Est-ce qu'il y a eu une espèce de, comment dire, de débriefing après pour voir à la fois ce qui a péché, parce qu'obligatoirement des choses qui peuvent pécher, et d'un autre côté,
ce que l'institution, ce que l'équipe ont appris, en sachant qu'on va être confronté à d'autres expériences, peut-être dans d'autres. Est-ce qu'il y a eu un souci ensuite de cumuler les savoirs qui avaient été acquis pendant cette période? Des débriefings, moi je trouve qu'il n'y en a pas assez eu, mais ça c'est clair. Mais ça s'explique aussi, c'était pas très facile parce qu'on a aussi un grand virage dans l'évolution technologique et Internet, les médias, etc. Vous n'êtes pas sorti de salle d'op que le monde entier est déjà au courant finalement de ce que vous avez pu faire en salle d'op. Et on s'est retrouvé débordé très vite puisque M. Carpentier voulait absolument qu'on préserve, qu'on soit un peu dans le secret. Et ce qu'il a fait pendant sa carrière pour un certain nombre de choses, de nos jours, c'est plus possible du tout. Et on s'est trouvé débordé dès le lendemain de l'intervention, ou le surlendemain, le vendredi. Et puis là, en plus, le gouvernement cherchait des points positifs, tellement tout était négatif à ce moment-là. Et alors, pour terminer l'année, ils ont sauté dessus, on s'est retrouvé avec le directeur général, la ministre de la Santé, le président de la République, enfin, tout le monde. Et ça nous est tombé dessus entre le 18 et le 25 décembre. Donc on a senti que là, il y avait un vent, alors là qu'on n'avait pas préparé. Donc il y a eu des réunions et des rendez-vous qui étaient un petit peu chauds. On n'a pas assez débriefé, mais c'est pas très facile parce qu'on avait d'un côté M. Carpentier qui avait toute son expérience, mais qui était finalement quand même l'expérience des années 80-90, je pense, qui était plus, du point de vue communication en tout cas, qui était plus du tout dans le coup. Il y avait Carmat de l'autre côté qui s'est senti un peu débordé et puis eux ils voyaient leurs actionnaires, le machin, tous ces trucs-là. Nous on avait le patient qui n'était pas encore au top de sa forme. Enfin bon, et puis les politiques par là-dessus, vous voyez, ça fait 4 foyers qui étaient, 4 courants qui étaient un peu forts, quoi. Comme si on nage en mer et puis qu'il y a des courants dans tous les sens. Il faut faire la planche et se laisser porter. Hein. Mais sinon... C'était un peu chaud, quoi. Quand on t'entend parler, en définitive, on se pose une question. On est tous là en train de se poser cette question. C'est quand est-ce qu'il écrit son livre? Est-ce que tu l'as déjà fait? J'ai été sollicité. C'est pas encore écrit, mais... Parce que vraiment, quelle expérience. Et là, ça rentre tout à fait dans l'évaluation, ouais, qui est à la fois une évaluation personnelle, mais qui va énormément aider dès lors qu'elle serait franche, ce que je ne doute pas, bien entendu, les autres. Parce que le problème, c'est le problème des autres lorsqu'ils vont être confrontés et qu'ils vont être surpris. Parce que d'un seul coup, quand la chose se passe, même s'il y a eu une longue préparation, comme tu le dis, c'est une deuxième expérience qui commence, à laquelle on est rarement préparé. Non, c'est vrai, on l'a proposé peut-être un peu trop tôt. Moi, j'étais encore dans le feu de l'action. La première étude n'était pas terminée, on ne savait pas encore très bien où on allait. Pour l'instant, tant qu'on n'est pas encore au marquage CE, on n'a pas encore gagné. Hein. Il faut que ce soit clair. Hein. Le combat continue actuellement sous d'autres formes, mais oui, avec du recul et de l'analyse, peut-être écrire quelque chose. Oui. Avec une analyse éthique, bien entendu, indispensable. Vous avez sûrement des questions à poser. Rappelez-moi votre dernière phrase. Il y en a d'autres questions. Alors, on n'a pas fait un café. Déjà, il n'y a pas de café s'il n'y a pas de questions. Le café est arrivé. En fait, j'aurais deux questions. La première, c'est comment est-ce que vous gérez les différences de temps entre le temps de Carmat, avec donc... vous avez évoqué le fait que c'est une société qui est cotée en bourse, et le temps médical qui peut être plus long. Et du coup, ma deuxième question, c'est de savoir, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que vous pourriez prendre en charge à peu près 20 à 30% des patients qui sont en besoin de transplantation. Et du coup, à quel horizon est-ce que vous pensez que c'est envisageable de développer cette activité à cette hauteur-là? Alors, vous n'aurez pas de réponse précise, puisque en médecine, la seule erreur qu'on ne nous pardonne pas, c'est le pronostic.
Donc voilà, mais après, ça ne nous empêche pas de réfléchir. Donc sur la première question, c'est vrai que l'échelle de temps n'est pas la même. On rigole dans le service régulièrement quand on attend un chirurgien, un truc comme ça, on dit la minute du chirurgien n'est pas la même minute que celle d'autres personnes, peut-être, mais c'est vrai que c'est un peu difficile. Et nous, enfin moi en tout cas, j'ai souffert du fait d'être obligé d'attendre à chaque fois d'avoir les autorisations pour pouvoir implanter les patients suivants. Je comprenais bien, moi, il fallait faire les analyses, les expertises et tout ça, mais il y a un moment, c'est comme une course de fond, il y a une tension, il y a la préparation, et quand on a fait la première, on était au taquet, quoi, hein, on était vraiment au taquet. Donc on aurait enchaîné tout de suite, on aurait pu faire 3, 4, 5 patients. Bon, il ne fallait pas le faire, il fallait le temps de la réflexion, bien sûr. Mais ça, c'est vrai que, pour le coup, nous, on aurait voulu aller plus vite. Après, l'échelle de temps industrielle au sens large, on la comprend, hein, c'est de valider les choses. Puis on retombe sur de l'éthique aussi, parce que c'était analyser ce qui s'est passé, faire une modification, revalider la modification, etc., etc., etc. Mais c'est vrai que ça fait très long. On a implanté 5 patients en 2013, on est en 2017. Bon, alors maintenant, on devrait pouvoir aller un peu plus vite parce que les choses sont figées. Normalement, la prothèse, on ne devrait plus y toucher, normalement. Donc ça, c'est une notion qui est importante. Alors après, quand arriver au stade de couvrir les 20 à 30% dont j'ai parlé tout à l'heure, pour l'instant, le premier objectif, c'est de terminer l'étude pour arriver au marquage CE. Donc c'est-à-dire qu'il faut encore procéder à au moins une dizaine d'implantations, entre 10 et 20, qu'on ait toutes les autorisations, et quand on aura le marquage CE, pour un industriel, c'est important, parce que c'est le moment où il pourra être sûr qu'il peut développer sa chaîne industrielle, et à ce moment-là, produire plus. Parce qu'il y a un aspect dont on n'a absolument pas parlé, c'est la production de ces prothèses. Ce n'est pas des prothèses qui sont toc 24 heures. Donc il faut qu'il y ait une unité de production avec tous les contrôles qualité, etc., etc. Et pour l'instant, les industriels, elles sont encore faites un peu de façon artisanale, si j'ose dire. Si on arrive au marquage CE, qu'il y a de l'argent qui rentre, ça permet à ce moment-là d'aller sur une production industrielle et puis de former tous les centres qui sont capables d'implanter ce genre de choses. Donc il y a tout un programme très large. Donc arriver à couvrir les 20 à 30%, ce ne sera même pas dans les 10 ans. Si c'était déjà dans 20 ans, ce serait déjà merveilleux, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui soit concurrentiel à Carmat dans le monde? Alors pour l'instant, non. Et c'est avantage et inconvénient vis-à-vis des Américains. On leur a mis au moins 15 ans dans la vue, et ils n'aiment pas. Donc, alors quand c'est comme ça, les Américains, soit ils torpillent le projet, Concorde, machin, etc., soit ils sont suffisamment intelligents aussi, soit ils le rachètent. Voilà, pour l'instant, Carmat reste... Et encore français. Ça tient, ça tient. D'autres questions? Moi, je voulais juste savoir, les prochaines implantations, si vous les faisiez sur des patients qui sont un petit peu moins... courts, on va dire. Alors ça, c'est une très très bonne question. Et effectivement, et dès la première étude, l'étude de faisabilité, nos patients sont classifiés en ce qu'on appelle la classification Intermax, qui est une classification d'insuffisance cardiaque terminale, qui est proposée par un registre américain où on a 7 classes, et les patients qui sont en Intermax 1, c'est des patients qui vont mourir dans les 48 heures. Ils ont la défaillance rénale, la défaillance hépatique, en plus de la défaillance cardiaque, et dans les 48 heures, ils sont décédés. Donc on s'était positionné, nous, dans nos critères d'inclusion, chez les patients en Intermax 1 et en Intermax 2. Intermax 2, c'est des patients qui ont un support médicamenteux très fort, à base de drogues puissantes, les inotropes. Et la classe 2, c'est sous inotropes, des patients qui se dégradent un petit peu au point de vue biologique. C'est-à-dire qu'en fait, on a sélectionné les patients en classe 3, c'est-à-dire sous inotropes mais stables, et dès qu'il y avait un petit mouvement biologique, hop, on implantait. Et pendant la première étude, la NSM nous a tout de suite donné l'autorisation d'implanter en classe 3. C'est-à-dire que du coup, on va sélectionner en classe 4, et puis dès qu'on va rentrer dans la classe 3, on va pouvoir implanter. C'est-à-dire qu'on va avoir des patients qui sont stabilisés. Ce qui fait qu'actuellement, tous les patients qui sont screenés, et il y en a un certain nombre, notamment sur Pompidou, sont tous en classe 4,
Et la classe 4, c'est des patients qui viennent à l'hôpital une fois, qui font une décompensation cardiaque. On les sort de cet épisode-là, ils peuvent rentrer chez eux, mais on sait que dans l'assurance cardiaque, ils vont revenir dans le mois qui vient, etc., etc. Et on estime qu'après 2 ou 3 décompensations dont on s'est sorti, la 4e souvent devient éventuellement fatale, en tout cas plus difficile. Donc actuellement, on est en phase de sélection des patients qui sont justement en Intermax 4 pour pouvoir les inclure le jour venu en Intermax 3, ce qui effectivement nous permettra d'optimiser les résultats et les survies. Est-ce qu'il y a dans ce cas-là le matériel disponible? Parce que dans ce cas-là se pose le problème, puisque c'est une haute technologie. Est-ce qu'il, par exemple, qu'il y ait 2, 3 patients en 1, 2, 3 mois qui soient susceptibles, en quelque sorte, passant en classe 3, de bénéficier? Est-ce qu'il y aurait, est-ce que ça suivrait en quelque sorte? Alors, tout a été évolutif, puisqu'il y a eu quelques modifications qui ont encore été apportées, pas sur la prothèse en elle-même, mais sur des systèmes accessoires pendant l'hiver. Vous savez qu'on a eu donc cette autorisation début mai de la part de la NSM. On a eu l'autorisation du comité d'éthique la fin mai. Donc maintenant, on a les autorisations d'implantation. Et du coup, on peut maintenant finaliser la production des prothèses qui étaient susceptibles d'être utilisées. Donc là, on arrive au bout et on va pouvoir avoir effectivement plusieurs prothèses à disposition pour pouvoir implanter plusieurs patients. On a bien fait de programmer ton intervention il y a 1 an pour que tu la fasses maintenant, au moment où vous avez toutes les autorisations en quelque sorte. Très bon timing. D'autres questions? Quand vous dites qu'on va avoir plusieurs prothèses, vous pouvez quantifier le nombre de prothèses que vous allez avoir à votre disposition pour vos patients? Oui, on n'a pas besoin de 15 000. Il faut qu'on ait 400 prothèses devant nous, hein, puisque pour un patient implanté, il faut qu'il y ait 2 prothèses, s'il y a un problème. Donc il faut pouvoir implanter un premier patient, puis un deuxième patient assez vite, et si possible un 3e patient. Donc, Et quel est le temps de fabrication d'une de ces prothèses actuelles? actuellement, c'est à peu près 1 mois. Merci. On peut se retourner alors. Il s'est fabriqué où? En région parisienne? Oui, bien sûr. C'est Made in France? Tout est made in France. Oui, c'est en région parisienne. Carmat est basé à Vélizy, Vélizy-Villacoublay. Ouais. Est-ce que c'est arrivé souvent que vous proposiez que le patient refuse? Alors que l'on propose et que le patient refuse. Le patient ou la famille? Oui. Non, c'est pas arrivé. En gros, les patients, pour un patient qui est implanté, on avait screené 10 patients. Donc là, si je veux dire la rentabilité entre guillemets, pour aller jusque-là, c'est 10 patients. Et il y a un patient qu'on aurait pu implanter, et c'est nous qui avons contre-indiqué parce que tout n'était pas réuni, toutes les conditions n'étaient pas réunies. Mais les patients refusant, quand on leur en parle, c'est comme la transplantation. Quand on parle de la transplantation la première fois, c'est... Voilà. Et puis, en général, moi j'ai eu beaucoup de patients pour les transplantations quand j'étais en charge de ce programme-là. Et la première fois, quand les patients viennent de chez eux, finalement, ils sont adaptés. Ils ont adapté leur vie de tous les jours à leur état. Alors, ils font plus grand-chose, mais ils le font quand même. Et au début, ils disent non, mais je vais bien, je sors encore, je vais promener mon chien, je vais faire mes courses. Ils disent bon, bah, pas de problème. Et puis en général, on dit on vous inscrit pas, il n'y a pas de problème, on fait le bilan, il est fait. Et puis 6 mois après, les patients reviennent me voir et disent il faut y aller, j'en peux plus. Réfléchis, mais j'en peux plus. Parce que ça s'est encore dégradé. Et nous, on sait que ça va se dégrader. Mais bon, il faut qu'il y ait un cheminement psychologique qui est très important. Le temps, mais comme pour toute chose, vous le savez bien, c'est un facteur essentiel. Tout ce qu'on propose progressivement, ça passe. Tout ce qu'on propose brutalement, ça passe pas. Enfin, en fait, les Grecs avaient raison. Les Grecs avaient raison. Notez-les, madame, très important. Les Grecs avaient raison. Parce qu'on appelle ça le moment opportun. C'est-à-dire, à la fois, il y a un processus d'éligibilité, et ensuite, il y a un moment d'acceptation. C'est un moment... et c'est bien que ce soit la personne qui est dans son autonomie, donne son acceptation, parce que là, la confiance est maximale. Je pense qu'on n'a rien inventé de nos jours, que ce soit les Grecs ou les Latins.
Pline l'Ancien disait « Ah, les jeunes, vraiment, ils ne respectent plus rien ». Et c'était Pline le Jeune. Il va falloir prendre un cahier pour les noter toutes maintenant. Dernière question. En fait, à propos de jeunes, il y a un article, je ne sais plus dans quel journal, qui est passé, comme quoi vous alliez prendre des patients plus jeunes. Où ça en est? Ah, tu es suivi. Je vois. Des patients plus jeunes, oui, on va essayer de prendre des patients plus jeunes parce que... Des patientes. Des patientes, c'est une autre question qui est aussi intéressante sur laquelle je vais revenir aussi, madame. Pourquoi des hommes et jamais des femmes? Je vais revenir, Très bonne question. Oui, absolument. J'ai la réponse. Des patients plus jeunes, oui, parce que à partir du moment où les patients vont être plus jeunes, on aura moins de ce qu'on appelle des facteurs de morbidité ou de comorbidité, c'est-à-dire moins de pathologies autres qui risquent de grever le pronostic. Et actuellement, pour l'instant, on avait ciblé entre 60 et 70 ans, sans limite très stricte. Mais c'est sûr que le premier patient, il se représenterait aujourd'hui, on ne l'intégrerait pas aujourd'hui. Parce qu'il avait trop de facteurs de comorbidité. Mais la première fois, il faut, c'est toujours pareil, c'est un équilibre à trouver. Alors on va essayer de descendre en âge, parce que d'abord, c'est une meilleure chance de succès. Parce que justement, on n'a pas tous ces facteurs-là, donc ça, on va essayer de gagner petit à petit. Mais progressivement, on a une limite inférieure pour l'instant qui est à 55 ans, pour des patients qui peuvent aller vers la transplantation. Mais ça, c'est l'Agence de la biomédecine, pour le coup, et la NSM, qui nous ont fixé cette limite-là, mais ça va tenir pour les 5 implantations qui viennent. Alors l'autre question... Une femme, oui, mais vous avez raison. Je vous promets, dès que je peux, je porterai une prothèse chez une femme pour pouvoir justement couper court à toutes les questions. Mais il n'empêche que il y a quand même une raison. La raison actuelle, c'est la taille de la prothèse. La taille de la prothèse, c'est une prothèse qui fait 850 grammes, qui a un volume à peu près de 750 cm3. J'ai une belle cylindrée quand même. Et qui délivre un débit cardiaque de 9 litres par minute. 9 litres par minute, aucun d'entre nous, là, n'est à 9 litres par minute. On est entre 3 et 5 litres, quelque chose comme ça. Plutôt moins de 5 litres en étant au repos. Après le repas, peut-être, oui, 5 litres, quoi. Mais, donc voilà. Donc il faut miniaturiser la prothèse. C'est vrai qu'il faut la miniaturiser, mais pourquoi on a sorti une prothèse de cette taille-là? C'est parce que compte tenu des contraintes mécaniques des pompes qui sont à l'intérieur, si on diminuait les performances des pompes, on arrivait sur des systèmes un petit peu moins fiables. Et ça, c'était dans les choix qui ont été faits il y a maintenant 10 ans. Donc c'est sûr qu'en faisant des choix maintenant, on va pouvoir prendre des pompes avec une fiabilité équivalente, même supérieure, avec une taille inférieure, et ça va permettre de miniaturiser l'ensemble. Et à ce moment-là, on n'aura plus besoin d'une prothèse qui délivre 9 litres minute, mais si on a une prothèse qui délivre 7 litres minute, elle sera réduite en taille, réduite en poids, et à ce moment-là, on pourra élargir la population cible, et notamment ouvrir, bien sûr, chez les femmes entre autres, mais pas que chez les femmes d'ailleurs. Mais voilà. Il n'y a pas de sexisme alors? Pas du tout. C'est une question de morphologie. Mais sont en Vous quoi vouliez ces poser une prothèses? question? Allez, chacun son tour, allez-y. Donc moi, c'était un peu pour le sujet qui fâche. Vous avez évoqué tout à Allez, l'heure. fâchons-nous. Fâchons-nous. Les problèmes économiques. Est-ce que dans 20 ans, quand il y a une estimation du coût de ce cœur artificiel, on sait qu'en transplantation, un des arguments de l'agence de biomédecine, c'est de dire que de greffer, ça revient moins cher que de suivre des patients, et que de les traiter, en tous les cas, en transplantation rénale, en cœur, c'est peut-être moins vrai. Est-ce qu'il y a déjà eu une estimation? C'est déjà des questions qu'on m'a posées dans le cadre de mon travail. Oui, bien sûr qu'il y a des estimations. La première chose, c'était l'accord qui avait été passé entre M. Carpentier et à l'époque Jean-Luc Lagardère, donc, qui présidait Matra. M. Carpentier avait dit il faut que le coût soit pas plus qu'une transplantation cardiaque la première année. La première année, où c'est l'année où ça coûte le plus cher. Mais je vous rassure, donc c'est à peu près le forfait greffe à ce moment-là, il est aux alentours de 150 000 à 160 000 euros. C'est l'ordre de grandeur. Bon. Alors c'est sûr que ça évoluera avec le temps, et je peux vous assurer que si le projet fonctionne bien,
à terme, du fait de l'hémocompatibilité, une fois que la prothèse est implantée, qu'elle tourne, etc., le suivi derrière ne coûtera pas grand-chose. Parce qu'on aura premièrement un suivi par Wi-Fi, par télémédecine, pour surveiller les différents paramètres. Et en termes de médicaments qui accompagnent la prothèse, j'espère, et on fait tout pour, qu'on donnera 80 mg de cardégique, et c'est tout. Ce qui ne coûte rien, ça ne coûte rien. Mais si on arrive à ça, la transplantation cardiaque, elle, à ce moment-là, ce sera la fin de la transplantation cardiaque. Voilà, vous serez au chômage, mais il n'y aura plus de traitement anti-rejet, etc. Et j'ai présenté ça à l'Agence de la biomédecine, je ne l'aurais pas dit, mais quand même, c'est clairement un objectif. Si on arrive à remplacer la transplantation cardiaque par cela, même si ce n'est pas cette prothèse, c'est une génération suivante, on aura fait le pas, on aura posé le deuxième pied du pas considérable. Est-ce que tout le monde s'est bien exprimé? Est-ce que maintenant on est au courant sur tout, non pas sur tout, mais enfin, comment on vit avec Carmat, voilà, en quelque sorte, et comment on vivra plus tard avec Carmat, peut-être, dans ce transhumanisme promis. Alors, je vous donne rendez-vous tous le 12 septembre. Je vous demande d'applaudir, bien sûr,